Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, mardi 3 mai 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Fin de la visite du travail du secrétaire général des Nations Unies au Niger. Arrivé hier à Niamey, Antonio Guterres s'est rendu ce mardi dans le département de Walam, région de Tillabéri. Objectif, évaluer sur place la situation humanitaire pour pouvoir plaider en faveur des personnes déplacées et réfugiées. Le point dans cet élément. Au deuxième jour de sa visite de travail au Niger, le secrétaire général des Nations Unies s'est rendu à Walam dans la région de Tillabéri pour constater de lui-même la situation humanitaire sur le terrain. Antonio Guterres s'est en effet rendu sur les champs des réfugiés et déplacés victimes d'attaques de groupes armés dans la zone de 3 frontières. Le premier responsable de la région de Tillabéri fait le point de la situation au patron de l'ONU. En termes de conséquences liées à cette situation d'insécurité, on peut noter, entre autres, des pertes en vies humaines, le déplacement massif des populations parmi lesquelles on distingue 85 709 déplacés internes, 36 691 réfugiés maliens et 5 951 réfugiés burkinabés, soit au total 42 642 réfugiés. Les difficultés d'accès aux services sociaux de base, avec près de 579 écoles fermées sur 2447 écoles que compte la région à la rentrée scolaire 2021-2022. En plus de ces défis sécuritaires et leurs conséquences, la région de Tillabéri fait face à d'autres défis tels que les défis des changements climatiques et du développement avec pour corollaire la très mauvaise campagne agricole 2021. Les locataires de ces camps de réfugiés ont profité pour parler de leurs conditions de vie sur ces sites avant d'exhorter le secrétaire général de l'ONU de plaider en leur faveur. L'insécurité au Nord Mali qui s'est aujourd'hui étendue le long des 3 frontières, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, continue à occasionner des déplacements des populations maliennes et nigériennes malgré les efforts des autorités à combattre ces groupes armés. La présence des groupes armés au Nord Mali ne nous permet pas aujourd'hui de rentrer chez nous en toute sécurité. Nous sommes conscients de la complexité des crises à travers le monde, mais la situation du Sahel est aussi complexe. Cette complicité est caractérisée par l'insécurité, mais également le changement climatique qui a un impact sur la population déplacée et les populations hautes. C'est pour ces raisons que nous vous demandons, Monsieur le Secrétaire général, de continuer à faire de notre situation une de vos priorités. Antonio Guterres a favorablement répondu à l'interpellation des personnes déplacées et réfugiées externes et internes. Il sera leur porte-parole auprès de la communauté internationale, clame-t-il. Vous pouvez être certain que je serai votre porte-parole vis-à-vis de la communauté internationale pour qu'elle puisse renforcer l'armée du Niger, lui donner les équipements dont elle a besoin et les autres ressources, notamment ressources financières, qui puissent permettre à l'armée du Niger bien protéger ses populations admirables. Et je serai votre porte-parole en exigeant de la communauté internationale non seulement l'appui humanitaire nécessaire, qui est loin d'être au niveau qu'il faut, mais aussi l'appui à votre développement, parce que c'est avec le développement, l'éducation, la santé, la création des emplois qu'on peut mieux battre le terrorisme. Vous avez toute ma solidarité. Il faut que la communauté internationale comprenne qu'ici au Niger, il y a un intérêt commun du Niger, du Sahel, de l'Afrique et du monde. Depuis quelques années, la région de Tillabéri a été déstabilisée par les attaques de groupes armés non étatiques, des attaques qui ont malheureusement affecté presque toutes les activités socio-économiques des populations.
La région de Tillabéri, qui fait frontière avec le Burkina Faso et le Mali, compte au total 13 départements, 45 communes et 40 cantons et groupements pour une population estimée à plus de 3 760 000 habitants en 2021. Après le Niger, le secrétaire général des Nations Unies entame donc à compter de ce jour une visite au Nigeria et là-bas aussi il va se rendre à l'état de Borno pour constater l'ampleur de la situation causée par Boko Haram. Célébration ce jour 3 mai de la Journée internationale de la liberté de la presse à travers le monde. Ici au Niger, cette liberté de presse n'est pas totalement garantie, en tout cas comme en témoigne le dernier classement de Reporters sans frontières RSF dans lequel le Niger a perdu 2 places. Précision Ismaël Moumouni. Décrétée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993, la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée chaque 3 mai, est une occasion d'informer le public à propos des violations du droit à la liberté d'expression et le moment de se rappeler que plusieurs journalistes risquent la mort ou la prison en transmettant la nouvelle aux gens. Cette liberté de presse est loin d'être effective au Niger. Quand tu regardes les textes qui régissent vraiment le journalisme au Niger, on voit tout de suite que tout va bien au Niger. Il n'y a aucun texte qui autorise d'amener les journalistes en prison. Pour être libre, d'abord, il y a Gandhi qui dit « Un homme qui a faim n'est pas un homme libre ». Les journalistes nigériens sont toujours dans la précarité. Ils font ces métiers par passion, parce qu'ils aiment le pays. C'est leur contribution pour vraiment faire développer le pays. La liberté de presse n'est pas effective ici au Niger, puisque le constat même de visu, il y a beaucoup de journalistes qui ont été emprisonnés vu à des publications, des articles, des reportages qu'ils ont faits. Même si cette liberté-là existe, beaucoup reste à faire. Car si on prend sur le plan sécuritaire, le journaliste n'a pas accès vraiment à un certain endroit pour recueillir des informations comme il faut à cause de l'insécurité. Et puis si on prend sur le plan même au sein des entreprises, des médias, à cause des partenariats là, un journaliste ne peut pas aller au-delà de ce qu'il devrait faire à cause du partenariat là. Pour mener à bien leur mission, les journalistes dressent leurs attentes. Si aujourd'hui les autorités, le ministère de tutelle n'a pas essayé de revoir ou bien de régler la situation ou bien de s'entendre avec les promoteurs de radio et télévision. Aujourd'hui, si le gouvernement décide seulement aujourd'hui de dire qu'on a signé la convention collective, est-ce que les promoteurs de radio et télévision vont l'accepter ou bien vont mettre ça à l'actif des journalistes? Donc c'est ce que je vois vraiment si on aimerait assez que cette convention collective des médias, pour garantir, c'est vrai, on parle de la liberté d'expression, la liberté de la presse, soit vraiment possible, c'est de mettre vraiment tout le monde, d'échanger avec presque tout le monde, les syndicats, les promoteurs, tout le monde, pour qu'on puisse vraiment avoir ce terrain d'entente pour une presse libre, indépendante et professionnelle, comme on dit. Merci beaucoup. À l'endroit du gouvernement, la convention collective elle a été signée et les promoteurs refusent de reconnaître cette signature. Nous demandons au gouvernement de faire tout pour amener ces patrons-là à accepter cette signature qui vient d'être faite au Niger. Et ça nous permettra de hisser peut-être à l'échelle notre condition de vie en tant que journaliste reporter. Au niveau de nos patrons, je les invite vraiment à nous laisser faire notre travail comme ça se doit. L'édition de cette année se consacrera sur le thème « Journalisme sous l'emprise du numérique » afin de mettre en lumière les multiples façons par lesquelles le développement récent en matière de surveillance par des acteurs étatiques et non étatiques ainsi que la collecte du big data et l'intelligence artificielle ont un impact sur le journalisme, la liberté d'expression et la vie privée. Les responsables du studio Kalangou de la Fondation Hirondelle étaient face à la presse ce jour, donc 3 mai 2022. Il s'agissait pour ces responsables de ce studio d'informer l'opinion nationale sur la certification au standard de la norme journalistique Trust Initiative qui a été décernée à ce studio. Précision avec Nafisa Yahaya et Nasser Seydou. La certification Journalism Trust Initiative JTI est une norme professionnelle qui a pour ambition de modifier les règles du jeu de l'espace digital afin de sortir de la logique de concurrence déloyale entre types de contenu et de favoriser le journalisme de qualité.
Le studio Kalangu de la Fondation Hirondelle, premier média africain certifié selon ce standard de journalisme, a accueilli cette certification avec fierté. C'est pourquoi il le dédie à tous les Nigériens. Nous avons décidé de faire cette conférence de presse en cette journée de 3 mai, qui est la journée internationale de la liberté de la presse, pour parler de notre certification JTI, pour parler de nous-mêmes et pour remercier l'ensemble des acteurs qui nous accompagnent dans notre activité. On ne peut pas avancer sans vous, partenaires. On ne peut pas avancer sans l'appui de notre oncle, de notre tonton, de notre tout qui est le CSC. Grâce au CSC aujourd'hui, je peux dire que nous menons très bien notre activité. On ne peut pas avancer sans nos partenaires comme RACOM, comme APRPN. On ne peut pas avancer sans vous, journalistes. La certification a été annoncée à Tunis devant plus de 700 journalistes. Je ne vous cache rien. Ils étaient tous étonnés parce que dès qu'on dit Niger, les gens voient un pays pauvre. Dès qu'on dit le Niger, comment se fait-il qu'un pays comme le Niger peut avoir cette certification? Et ça, on le dédie à tous les Nigériens. On le dédie à l'ensemble des acteurs parce que tout simplement, si Kalangu existe, c'est parce qu'il y a un climat favorable. Si Kalangu continue de faire bien son travail, c'est parce qu'on a des partenaires médias qui nous facilitent aussi les tâches. Si Kalangu fait bien son travail, c'est parce que les Nigériens l'ont voulu. Occasion pour la représentante pays de la Fondation Hirondelle de faire une brève présentation du studio Kalangu. Studio Kalangu, c'est un projet porté par la Fondation Hirondelle, une fondation suisse basée à Lausanne, dont l'objectif est l'accès à l'information. Studio Kalangu est arrivé au Niger en 2016 pour couvrir le processus électoral des élections présidentielles. Aujourd'hui, la rédaction de Studio Kalangu, c'est une quarantaine de journalistes et 50 correspondants à l'intérieur du pays. Nous sommes diffusés via un large réseau de médias partenaires que nous remercions, 52 radios à travers tout le pays, dans les 8 régions, et 7 télévisions. Studio Kalangu est également présent sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, YouTube, également à travers un site internet studiokalangu.org, mis à jour quotidiennement et très consulté. Et j'oublie pas également de mentionner que le contenu radiophonique de Kalangu est accessible gratuitement via le numéro RTL 325. La remise des attestations de satisfaction aux partenaires du studio Kalangu de la Fondation Hirondelle a consacré la fin de cette cérémonie qui intervient en cette journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai de chaque année. Merci Nafissa Yahya. Un incendie dans un dépôt de gaz au quartier Bobiel. En ce moment, donc, tous les moyens sont en train d'être mobilisés pour maîtriser le feu dont on ignore les origines. Donc, nous reviendrons sur plus en détail, comme vous le voyez sur ces images. Donc, c'est un dépôt de gaz non loin d'une station qui est en feu. Partager avec l'opinion publique les appréciations globales de l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance ANDC sur le rapport général 2021 de la Cour des comptes publié récemment. Tel est l'exercice auquel s'est donné ce matin le premier responsable de la dite association à travers un point de presse. Moussemni Malam Sista a de prime abord souligné les rapports qui lient ANDC à la Cour des comptes avant de s'appesantir sur le rapport général. Je propose de suivre Moussemni Malam Sista. Par lettre numéro 071 bar CDC bar PP bar SG du 3 mars 2022, le Premier Président a informé officiellement notre organisation qu'elle fait désormais partie des organisations de la société civile, partie prenante de la Cour des comptes. S'agissant de l'esprit du rapport général public 2021, de façon globale, au regard des objectifs statutaires de notre organisation et de la vision de développement auquel nous aspirons tous pour le bonheur du Niger, nous saluons, félicitons et encourageons
profondément la Cour des comptes à travers ses responsables et tous ses acteurs pour le travail remarquable accompli, tirant sa source d'une lecture objective de toutes les dispositions réglementaires régissant les différentes entités contrôlées. C'est pourquoi nous l'espérons vivement que ce rapport serait le socle de départ vers le chemin du succès de la bonne gouvernance, tant souhaité et chanté par tous les acteurs parties prenantes aux règles démocratiques. Ainsi, si chaque institution républicaine s'inscrit dans la dynamique de la Cour des comptes, le Niger gagnerait certainement le pari de l'assainissement des finances publiques, au grand bonheur des secteurs sociaux de base. Quant aux aspects du rapport général public 2021 qui méritent de notre part une attention particulière, ce sont la mise en œuvre des recommandations, le contrôle des projets, programmes de développement et la société SORAS, et enfin la question de déclaration des biens. Pour la mise en œuvre des recommandations, à la lecture du tableau 1, page 5 du rapport, nous nous félicitons de l'engagement des acteurs contrôlés à donner suite au travail titanesque de la Cour des comptes. Nous encourageons tous les responsables des entités concernées à accélérer la mise en œuvre des recommandations relevant de leurs prérogatives. Quant aux recommandations transversales, ils doivent les faire remonter au niveau du gouvernement à qui il est dévolu de prendre les dispositions réglementaires devant garantir leur réalisation. Concernant les programmes de développement, à la lecture du rapport général public 2021, désormais, nous le croyons, le Niger pourrait être bien à l'abri de certains abus et excès observés dans la vie de ces grands réservoirs de fonds contractés, à condition, bien sûr, que le gouvernement témoigne d'un niveau de patriotisme élevé pour demander, d'une part, la mise en œuvre des recommandations de la Cour des comptes et, d'autre part, veiller à l'opportunité et à l'efficacité de leurs dépenses dans le respect des clauses contractuelles. Pour le cas de la SORAS, au-delà des autres aspects, je cite le rapport, le salaire de base du cadre nigérien le mieux payé est sensiblement égal à celui de l'ouvrier chinois le moins payé. Je crois que cette assertion peut faire l'objet quand même d'une dissertation pour les prochaines épreuves du bac. Mieux, on dit les charges salariales du personnel expatrié représente 82% de la masse salariale, alors qu'il représente 38% de l'effectif total sur la période contrôlée. Cette question mérite, à notre sens, un vrai débat national. Enfin, quant à la déclaration de biens, nous avons remarqué l'absence de celle de l'ancien Premier ministre Birji Rafini, un acteur central des 10 ans de la gouvernance passée. Nous saluons le courage de tous les acteurs ayant obéi à cette obligation constitutionnelle. Par ailleurs, nous croyons savoir que la finalité d'un tel exercice est d'amener les services compétents de la Direction générale des impôts à s'en saisir pour asseoir et liquider les différents impôts concernés selon les catégories de biens ou revenus assujettis. Il vous souviendra que le 22 avril dernier, les parlementaires nigériens ont voté en faveur de nouvelles dispositions incluses donc dans l'axe 1 de la déclaration de politique générale du gouvernement. Donc, ce qui autorise désormais le redéploiement des forces étrangères, notamment les militaires de l'opération Berkane et Takuba sur le territoire nigérien. Une action donc décrite par plusieurs voix, à l'exemple de celle du président du parti PJD Hakika, Maman Hamissou. Nous sommes convaincus que
ceux qui ne veulent pas de la présence française sur notre territoire sont à 98%. Ce qui est important, c'est que nous constatons que même l'exécutif ne croit pas à ce qu'il fait. Parce qu'il sait très bien que les traités, les accords ne sont pas signés, sont signés à travers une loi et non une DPG. Parce qu'aujourd'hui, il suffit que le Premier ministre tombe par une motion de censure, la DPG tombe. Donc l'accord tombe. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut une loi. Et cette loi-là, c'est l'Assemblée qui la vote. C'est-à-dire que l'exécutif doit donner les détails de l'accord de défense qu'il compte signer avec un autre pays, un pays ami. Donc, et tout le monde connaît les accords passés signés par la France, ce n'est pas des accords. Des accords impérialistes, c'est tout. Et aujourd'hui, ce que je dois vous donner comme information par rapport à cette question-là, c'est que les Français ont mobilisé presque 13 milliards, si vous voulez, le gouvernement français, dans l'objectif, parce qu'ils disent qu'il y a un sentiment anti-français, général, un peu partout en Afrique. Et ils sont en train de créer ce qu'on appelle un certain nombre de leaders. Et en achetant d'autres, c'est-à-dire des leaders politiques, des leaders de la société civile, qui vont d'abord, ils ont déjà commencé cette campagne. C'est-à-dire de faire comprendre aux Africains, écoutez, nous devons nous battre de nous-mêmes, nous n'avons plus besoin de la France, y compris de la Russie. Ça, c'est la technique que la France a amenée. Ça, c'est une première phase. Cette réunion s'est passée à Abidjan. Malheureusement pour eux, nous sommes au courant. 8 ans qu'ils sont au Niger, 9 ans qu'ils sont au Mali. Parce qu'ils étaient au Mali, l'année qui suit, ils sont venus au Niger. Le résultat, c'est quoi? C'est que nos villages ont été totalement... Les villages ont abandonné leur village. L'insécurité s'est installée totalement. Comme ils disent, quelle est cette plus-value que la force Barkhane Tokuba a amenée? Alors que tout le monde se connaît, l'espace de ces 3 frontières, c'est un espace minuscule. Aujourd'hui, tous ces pays, c'est-à-dire la France qui veut parler au nom de l'Afrique, des États-Unis, des Allemands et autres, s'ils voulaient réellement circonscrire cette histoire d'insécurité dans les 3 zones, mais même en 24 heures, on peut le faire. Donc, comment vous pouvez expliquer qu'ils n'arrivent pas à identifier 200, 300, 400 motos? C'est pour vous dire qu'il y a un guise sur roche. La réalité, la France veut continuer à rester une puissance. Mais si la France veut rester une puissance, il faut que la France continue à déstabiliser l'Afrique. Continue à faire croire à certaines populations que vous avez droit à votre indépendance. Donc, ce qu'a fait le Parlement, c'est une honte. Ils ne sont même pas capables, ils ne sont même pas courageux d'aller devant une loi. C'était à l'instant donc le président du parti PJD, Kika, sur le vote par les députés nationaux autorisant le redéploiement des forces étrangères au Niger. Commémoration de l'édition 2022 de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. C'était ce mardi matin à la maternité Isaka Gazobi de Niamey. C'était en présence du ministre de la Santé publique, de l'Action et des Affaires sociales, mais il y avait aussi la coordinatrice du programme de lutte contre le paludisme. Précision avec Nafissa Zakou et Cheb Guisso. Innover pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies, tel est le thème de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, édition 2022, dont la présente cérémonie marque sa commémoration. Occasion pour le directeur général de la maternité Isaac Gazobi de saluer les actions menées par le ministère de la Santé et ses partenaires pour la prise en charge du paludisme au Niger. La situation actuelle nous impose effectivement d'innover pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies, pour mieux conjuguer nos actions pour réduire le pronostic lié au paludisme.
Monsieur le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, permettez-moi de vous remercier publiquement d'avoir, lors du dernier Conseil des ministres, autorisé la mise en œuvre du vaccin anti-paludique au Niger chez les enfants au-delà de 5 mois. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Cela permettra d'éviter les décès dans ce groupe cible. Nous voudrons vous saluer ici en public d'avoir autorisé le programme national de lutte contre le paludisme de choisir la maternité Issa Gazobi de Niamey comme site pilote dans la lutte contre le paludisme au Niger. Il est vraiment temps d'en finir avec les conséquences du paludisme au cours de la grossesse. Cela est à notre portée, si chacun joue son rôle avec la bénédiction d'Allah. Très ému de la mise en place du comité de lutte contre le paludisme par le directeur général de la maternité Issa Gazobi, le ministre de la Santé est revenu sur la situation du paludisme au Niger et les actions qui seront menées au niveau de cette maternité de référence, ce qui cadre avec le thème national de cette journée qui est « En finir avec le paludisme pendant la grossesse ». Au Niger, le paludisme est responsable de risques importants pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, constituant les couches les plus vulnérables en termes de morbidité et de mortalité. 64% des cas de paludisme enregistrés en 2021 sont des enfants de moins de 5 ans. Quant à la femme enceinte, 113 986 cas, dont 101 décès ont été enregistrés en 2020 contre 141 953 cas, dont 43 décès en 2021. Ainsi, des actions seront déployées au sein de cette structure de référence, à savoir la mise en place de moustiquaires au niveau des lits des patients et qui seront renouvelés régulièrement aux besoins. La mise en place de moustiquaires de routine pour toutes les femmes enceintes et les enfants. La mise en place des intrants, des TDR pour les urgences, du colorant pour l'examen GEMSIA, les ACT pour le traitement des cas simples de paludisme pour les enfants, les adultes, également l'artesunate injectable pour la prise en charge des cas graves, la sulfadoxine pyrimétamine pour la prévention du paludisme chez la femme enceinte. Cette cérémonie commémorative de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme a été rehaussée par la remise des intrants antipaludiens par le ministre de la Santé. Une visite guidée de la maternité Issa Gazobi a sanctionné la cérémonie. La représentation diplomatique de la République islamique du Pakistan au Niger a décidé d'être solidaire envers les locataires de l'orphelinat du quartier Saga de Niamey. À cet effet, l'ambassade du Pakistan au Niger a offert hier un repas collectif à ces enfants de cet orphelinat. C'était en présence de nos reporters Ibrahim Boubacar et Khalidou Bourema. Il s'est agi pour l'ambassadeur de la République islamique du Pakistan à travers ce repas collectif partagé avec les locataires de l'orphelinat du quartier Saga, de non seulement répondre aux enseignements des préceptes islamiques, mais aussi de veiller à offrir une sorte de chaleur parentale aux enfants orphelins. C'était à la suite d'une de ces visites que la présente initiative voit le jour. On était avec vous ici la dernière fois et certainement que vous vous souveniez que lors de cette visite-là, j'avais dit que nous allons adopter cet orphelinat. Donc à partir de ce moment, donc c'est tout à fait normal aujourd'hui que je me retrouve avec ces enfants qui sont désormais mes enfants, donc pour partager ce repas avec eux. Et c'est entre autres choses, d'ailleurs, c'est une recommandation de Allah subhanahu wa ta'ala et c'est une recommandation de notre livre saint, le Coran, donc qui nous recommande de prendre grand soin des orphelins. Il a poursuivi en ajoutant que les orphelins doivent faire l'objet d'une certaine attention et qu'il incombe à tous d'en prendre bien soin. Je voudrais ici m'adresser à toute la société que nous devrons justement offrir à cette catégorie de personnes qui ont perdu cette chance d'avoir cette chaleur parentale et surtout les enfants. Donc nous devons compenser
cette chaleur parentale qu'ils ont manqué, nous devons la leur offrir. Et nous devons la leur offrir pour qu'ils se sentent vraiment en sécurité sociale, pour qu'ils se sentent aimés, pour qu'ils se sentent rapprochés. Et cela donc va leur permettre de ne pas se sentir rejetés par la société. Une aussi salvatrice action que le premier responsable de l'orphelinat n'a pas manqué d'apprécier. La visite de l'ambassadeur dans notre établissement, plus précisément pour venir voir les enfants orphelins, vraiment je suis comblé de joie. On est même, je peux dire, l'ensemble de personnel ici présent était comblé de joie, y compris les enfants orphelins. On ne fait que vraiment remercier l'ambassadeur du Pakistan au Niger pour ce geste qui n'est pas sa première fois ici dans notre établissement, dans l'orphelinat de Saga. Donc vraiment, on tient à le remercier pour que Dieu lui rende aux multiples centimes. Nous remercions beaucoup tous ceux qui ont de près ou de loin sont en train de contribuer pour aider les enfants orphelins là, et surtout dans ce moment assez difficile. Il est par ailleurs à rappeler que l'ambassadeur a promis de s'impliquer pleinement pour le bien-être de ses enfants. Merci Bokar Brahma. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir. Audio